Tu es morte pour nous. Ne reviens jamais supplier. C'était le message qui brillait sur l'écran de mon téléphone, à 18h30. La lumière qu'il émettait, tel un couperet, tranchait la pénombre du couloir de ma maison. Je suis resté là, la main sur la rampe, une chaussure enfilée, l'autre non. Je sentais quelque chose en moi devenir complètement immobile. Pas brisé, pas surprise, juste effacé, comme si mon existence avait été balayée d'un simple coup de pouce. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tremblé. Ce qui m'a le plus surprise, c'était le calme qui s'installait dans mon corps. Une quiétude étrange, qui est venue quand j'ai finalement compris que mon père avait pesé chacun de ses mots. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas impulsif. C'était froid, délibéré, et définitif. Le souvenir de ce qui s'était passé quelques jours plus tôt est revenu, comme une marée lente et tenace. Brianna, ma sœur, m'avait appelé de nulle part. Sa voix était vive et perçante, comme toujours, lorsqu'elle voulait quelque chose. Elle m'a dit qu'elle avait été acceptée dans un programme d'accélération de carrière en Californie, 6 mois, 92 000 $, avec des promesses de contacts et d'événements de réseautage de luxe. Elle parlait si vite que je pouvais à peine glisser une pensée entre ses phrases. Elle agissait comme si l'argent était déjà garanti, comme si elle me faisait simplement la courtoisie de me prévenir. Je rentrais d'un chantier, l'odeur de sueur de bois encore accrochée à ma veste. Et je me souviens avoir regardé par-delà l'autoroute, en pensant à quel point il était étrange qu'elle ne m'ait même pas demandé comment j'allais, avant de se lancer dans son discours. Je lui ai dit la vérité. Mon entreprise venait de signer 2 nouveaux contrats commerciaux. La masse salariale était lourde. La trésorerie était serrée, car tout était immobilisé dans le matériel et les engagements. Je ne pouvais pas envoyer cette somme pour le moment. Peut-être plus tard, peut-être une fois que les choses se stabiliseraient. Il y a eu une longue pause de son côté, le genre de pause qui ressemble à une main se resserrant autour de votre gorge. Puis, elle m'a accusé d'oublier d'où je venais. Elle a dit que je lui devais quelque chose. Que je le devais à papa. Que je le devais à la famille. Et quand je n'ai pas cédé, elle raccrochait si vite que le clic a résonné dans mon oreille. Je n'ai plus eu de ses nouvelles après ça. Pas un texto, pas un appel, pas même un de ces messages vocaux dramatiques. Maman est restée silencieuse, aussi, ce qui était une réponse en soi. Dans ma famille, le silence était la porte d'entrée vers la punition. Ils ne grondaient pas. Ils ne se disputaient pas. Ils retiraient leur affection, comme on débranche une prise. Quand le message de papa est arrivé, quelques jours plus tard, cela ne ressemblait pas au début d'une dispute. C'était la fin d'un long chemin inégal, que je parcourais depuis que j'étais assez grande pour avoir un travail. Les gens parlent de la trahison comme si elle explosait, comme si elle brisait quelque chose en un instant bruyant et violent. Mais ce que j'ai ressenti, debout dans cet escalier, était quelque chose de plus silencieux, et de bien plus dangereux. Une trahison qui vient avec la clarté. Une trahison qui a du sens. Une trahison qui semble presque attendue. Je ne sais pas ce que vous faites en ce moment en écoutant ceci, mais j'adore toujours le savoir. Pour ma part, quand ce message est arrivé, j'étais là, dans mon couloir, un talon à moitié sorti de ma chaussure, figé sur place, tandis que ma vie basculait dans une direction que je n'avais jamais prévue. Après avoir lu le message une deuxième fois, je suis allé dans la cuisine et j'ai posé mon téléphone sur le comptoir. La maison était silencieuse, à l'exception du faible bourdonnement du réfrigérateur. J'ai été frappé par le ridicule de la situation, le monde continuait de tourner, alors que quelque chose en moi avait complètement changé de forme. J'ai pensé à Brianna, à son talent pour disparaître quand elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. À la façon dont maman arrangeait toujours les choses, me disant d'être patiente, d'aider juste une fois de plus. Il y avait toujours une autre urgence, un autre manque, une autre justification expliquant pourquoi mon succès, d'une manière ou d'une autre, leur appartenait à tous. Mais cette fois, c'était différent. Les mots sur cet écran n'avaient pas été lancés sous le coup de la colère. Ils avaient été livrés avec intention. C'étaient des mots qu'une famille ne devrait jamais utiliser, même dans les pires moments. Il n'y avait rien à mal interpréter, rien à justifier. J'ai repris mon téléphone, non pas parce que je voulais répondre, mais parce que j'avais besoin de revoir le message une fois de plus, de le laisser s'imprégner en moi, de comprendre ce que cela signifiait d'entendre mon propre père me déclarer morte pour lui, simplement parce que j'avais cessé d'être financièrement pratique. J'ai repensé à cette dernière conversation avec Brianna,
à la façon dont elle avait dit qu'elle méritait ce programme parce qu'elle était celle avec un vrai potentiel. À la façon dont elle m'avait dit qu'elle avait besoin que quelqu'un croie en elle comme elle croyait en elle-même. Et quand j'ai suggéré qu'elle prenne un prêt, ou qu'elle postule peut-être pour une bourse, elle m'a parlé comme si je l'avais giflée. Tu rends toujours les choses plus difficiles qu'elles ne le sont, avait-elle dit. Tu sais que tu peux juste régler ça. Tu règles toujours tout. Régler. C'était le mot qu'elle avait utilisé. Pas aider. Pas soutenir. Régler. J'ai de nouveau posé le téléphone, j'ai appuyé mes paumes à plat contre le comptoir frais, j'ai inspiré, j'ai expiré. J'ai alors réalisé que le message de mon père n'était pas une réaction. C'était une décision. Une porte qui se fermait, une ligne tracée à l'encre indélébile. Il n'était pas destiné à me faire revenir en rampant. Il était destiné à effacer toute chance que je fasse partie d'eux, à moins que je ne me soumette. Un amour conditionnel, déguisé en loyauté familiale. Une dette que je n'avais jamais accepté de porter. Ce qui est drôle avec des moments comme celui-ci, c'est à quel point ils aiguisent tout ce qui les entoure. La lumière de la cuisine semblait trop vive. Le sol, trop froid. Le poids sur ma poitrine, trop familier. J'avais passé des années à me plier en quatre pour cette famille, à tel point que ma propre colonne vertébrale avait oublié ce que c'était que d'être droite. Et pourtant, à cet instant, je me suis retrouvée plus droite que je ne l'avais été depuis des années. Il n'y avait aucun tremblement dans mes doigts quand j'ai repris le téléphone. Aucune colère ne me traversait, juste une clarté qui s'est installée profondément, comme la poussière dans une pièce qui a finalement cessé de tourbillonner. J'ai tapé lentement, laissant chaque mot trouver sa place. Enfin, nous sommes d'accord sur quelque chose. J'ai appuyé sur envoyer, et j'ai posé le téléphone face contre le comptoir. Le monde extérieur a continué. Des voitures qui passent, des voisins qui promènent leurs chiens, la vie ordinaire frôlant ma fenêtre. Mais à l'intérieur de ma maison, quelque chose avait changé. Subtil et irréversible. Pendant des années, j'avais pensé que ma valeur pour cette famille venait de l'amour que j'offrais, de la loyauté que je donnais, du temps que je passais. Mais dans ce moment silencieux, j'ai compris la vérité qui me chuchotait depuis longtemps. Ils ne m'avaient jamais aimé pour qui j'étais. Ils m'aimaient pour ce que je pouvais fournir. Et j'avais finalement cessé de fournir. Ce qui a suivi ce moment allait défaire tout ce que je pensais savoir sur mon père, ma mère, ma sœur, et même sur moi-même. Mais je ne savais rien de tout cela encore. Tout ce que je savais, c'est que j'avais fait le premier pas loin d'une vie construite sur l'obligation. J'ai levé les yeux du comptoir, et j'ai laissé le silence de la pièce m'envelopper. Il ne semblait pas vide. Il semblait honnête. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce n'était pas une perte. C'était un commencement. Je ne savais pas alors jusqu'où leur décision de me couper les ponts les pousserait, ni combien de dégâts cela causerait quand je cesserais enfin d'être leur filet de sécurité. Mais j'allais l'apprendre, et bientôt. Le silence de la maison m'a retenu là un long moment avant que je ne bouge enfin. Je suis allé à l'évier, j'ai ouvert le robinet, et j'ai laissé l'eau couler froide pendant que je regardais mon reflet dans la fenêtre sombre. Mon visage était stable, presque trop stable, comme si j'étais sorti de moi-même et que je regardais quelqu'un d'autre se tenir là. Il semblait étrange qu'il ait fallu un seul texto pour que tout s'aligne dans mon esprit. Mais c'était le cas. Non pas parce que le message lui-même faisait mal, mais parce qu'il confirmait quelque chose que j'avais senti toute ma vie. Je n'avais jamais vraiment été leur fille. Cette vérité n'est pas arrivée avec un feu d'artifice. Elle est arrivée tranquillement, comme une pièce de puzzle qui manquait depuis des années et qui s'est soudainement mise en place. La sensation était presque embarrassante dans sa simplicité. Les signes étaient là depuis si longtemps que j'étais choqué d'avoir passé 3 décennies à me convaincre qu'ils signifiaient quelque chose de mieux. En grandissant dans cette maison de Cedar Ridge, il avait une façon de m'appeler uniquement quand quelque chose était cassé. Si une canalisation éclatait, si la tondeuse refusait de démarrer, si le camion ne démarrait pas un matin d'hiver, il m'appelait, moi. Pas Brianna. Jamais Brianna. C'était moi qui savais comment envelopper les tuyaux gelés, comment remplacer une courroie dans la tondeuse, comment me tenir dehors avec des câbles de démarrage pendant que son souffle sortait en nuages blancs, et qu'il marmonnait sur le fait que personne d'autre ne savait rien faire correctement. Il ne disait jamais merci. Il ne me demandait jamais comment s'était passée ma journée à l'école, ou si j'avais déjà dîné. Il se contentait de hocher la tête devant le problème résolu, de grogner, et de s'en aller. Parfois,
il enchaînait avec une courte leçon sur la responsabilité, mais on ne savait jamais de quelle responsabilité il parlait. Maman était différente. Ses besoins étaient plus doux, plus discrets, mais c'était toujours des besoins. Elle appelait quand elle voulait que je maintienne la paix à la maison, que je souris davantage pendant les dîners de famille parce que nous avions des invités, que je porte quelque chose de plus joli parce que Brianna devait paraître sous son meilleur jour en comparaison, que je m'assois du côté de la table qui n'apparaissait pas sur les photos pour que ses cheveux captent une meilleure lumière. Maman aimait l'idée d'harmonie familiale, mais cela exigeait toujours que j'absorbe l'attention pour que personne d'autre n'ait à le faire. Elle a une fois passé tout un après-midi à repasser la tenue de Brianna pour une présentation scolaire, tout en me tendant un pull sorti du panier à linge qui sentait encore légèrement la lessive. « Les choses simples te vont le mieux », a-t-elle dit. Ce n'était pas une insulte. C'était simplement la façon dont elle me voyait. Brianna, cependant, évoluait dans un univers complètement différent. Elle flottait à travers la vie avec la certitude que tout ce dont elle avait besoin serait pris en charge. Elle avait cette lumière dans la voix chaque fois qu'elle m'appelait à l'université. C'était un ton vif et sucré qui signifiait qu'elle était sur le point de demander quelque chose, $50 pour une soirée, $200 parce qu'elle avait dépassé le plafond de sa carte en achetant des vêtements pour un événement de sa sororité. Plus tard, ce sont devenues des choses plus importantes, un nouvel ordinateur portable, un vol pour Miami, le loyer d'un appartement à court terme qui, disait-elle, lancerait sa carrière dans le marketing. Je ne sais pas si elle a jamais remarqué que je l'appelais pour ses anniversaires, et qu'elle n'a jamais pensé à m'appeler pour les miens, sauf si elle voulait quelque chose. Je ne pense pas qu'elle le faisait par cruauté. Je pense qu'il ne lui est jamais venu à l'esprit que je pouvais être plus qu'une ressource. La vérité, c'est qu'ils me posaient rarement des questions sur ma vie, à moins que ce ne soit lié à quelque chose dont ils avaient besoin. Ils me demandaient comment allait mon entreprise, seulement s'ils voulaient emprunter du matériel. Maman voulait savoir pour mes nouveaux clients, quand elle avait besoin d'aide pour la mise en scène d'annonces immobilières qu'elle ne pouvait pas se permettre de meubler. Brianna appelait pour demander ce qu'elle devait dire lors d'entretiens auxquels elle n'avait jamais l'intention d'assister. Chaque conversation avait un but. Chaque moment semblait transactionnel. Ce que j'ai remarqué avec le recul, c'est ce qui ne s'est jamais produit. Personne n'a demandé si j'étais fatigué. Personne n'a demandé si j'avais peur quand j'ai quitté mon emploi stable pour créer mon entreprise de construction. Personne n'a demandé si j'allais bien quand le premier hiver est arrivé, et que je travaillais 16 heures par jour pour maintenir l'entreprise à flot. Ils ont vu mes succès, mais jamais les efforts derrière. Ils ont loué les résultats, mais ont ignoré l'effort. C'était comme si mes réussites étaient une extension de leur propre image, mais mes difficultés étaient des fardeaux privés que je devais porter seul. Le souvenir le plus clair que j'ai d'avoir été invisible remonte à mes 19 ans. Je m'étais gravement foulé la cheville lors d'un service à l'entrepôt, et le superviseur m'avait renvoyé chez moi plus tôt. Je suis entré en boitant par la porte de derrière, et j'ai trouvé Brianna en larmes sur le canapé, parce que son petit ami l'avait quittée. Maman s'est précipitée à ses côtés, lui lissant les cheveux, murmurant des paroles de réconfort. Il est entré 10 minutes plus tard, tenant des sacs de plats à emporter, car Brianna disait qu'elle ne pouvait rien manger de la cuisine sans que cela lui rappelle son ex. Je me suis assise dans le fauteuil du coin, la jambe enflée contre un oreiller, et personne n'a remarqué ma blessure jusqu'à ce que j'essaie de me lever et que je manque de tomber. Il m'a jeté un coup d'œil et a dit, « Tu dois faire plus attention », avant de se retourner vers le drame de Brianna. Je me souviens avoir pensé, ce sera toujours comme ça. Et ça l'a été. Quand je repense à leur schéma maintenant, cela devient presque prévisible. Ils n'appelaient que lorsque quelque chose était cassé. Maman n'appelait que lorsque quelque chose avait besoin d'être arrangé. Brianna n'appelait que lorsque quelque chose nécessitait de l'argent. Tous les trois, orbitant autour de leurs désirs, en supposant que je rattraperais tout ce qui tombait. Je me disais que c'était normal, que chaque famille avait des rôles. Peut-être que le mien exigeait simplement plus de travail. Je croyais que si je continuais à être présente, si je continuais à prouver ma valeur, un jour, ils me verraient comme une fille, et pas seulement comme une solution. Mais en fixant ce dernier message de sa part, la vérité a pris un sens différent. Ce qu'ils aimaient, ce n'était pas moi. Ce qu'ils appréciaient, c'était ce que je pouvais faire pour eux. J'avais soutenu toute la famille, sans réaliser que j'étais la seule à le faire à bout de bras. Il y a une nuit, il y a environ 5 ans, qui aurait dû tout me dire. David avait accepté un travail de béton qu'il ne pouvait pas terminer. Son camion est tombé en panne sur le chemin du chantier, et il m'a appelé avant d'appeler un mécanicien.
J'ai conduit 40 minutes sous la pluie, je me suis glissé sous le camion sur du gravier humide, et j'ai réussi à le faire démarrer assez bien pour qu'il puisse finir le travail. Quand je me suis relevé, trempée et grelottante, il ne m'a pas regardé. Il a regardé le moteur et a dit « Bien ». Puis il est parti sans me demander comment j'allais rentrer. J'ai regardé les feux arrière disparaître, et j'ai senti un étrange pincement au cœur. Ce pincement est revenu des années plus tard, quand il a demandé de l'aide pour une inspection de permis raté, quand il a utilisé ma ligne de crédit professionnel sans me le dire, quand il a ignoré toutes les limites que je posais. Je n'arrêtais pas de me blâmer de ne pas en faire plus, de ne pas être assez. Mais la vérité était plus simple. Quoi que je fasse, je n'étais jamais la fille. J'étais le plan de secours pour les gens qui comptaient plus pour eux. Le rôle de Brianna était celui de l'enfant chéri, l'investissement, le rêve qu'ils partageaient tous. David parlait d'elle comme si elle était destinée à la grandeur. Maman la défendait même quand elle ratait ses cours, perdait ses emplois, ou dépensait de l'argent de manière imprudente. Il croyait plus au potentiel de Brianna qu'à tout ce que j'avais jamais construit de mes propres mains. Je pense que c'est pour ça qu'ils ne m'ont jamais remercié. Me remercier aurait signifié reconnaître qu'ils dépendaient de moi, et non d'elle. Et cela aurait brisé l'histoire qu'ils se racontaient. C'est étrange comme l'esprit vous protège. Pendant des années, je me suis convaincu que les prochaines vacances, le prochain anniversaire, la prochaine étape importante, serait celle où il me verrait enfin. Où il louerait mon travail, où maman serait fière, où Brianna montrerait qu'elle se souciait de moi. Mais chaque fois que j'arrivais avec des cadeaux, du soutien, ou de l'aide, le moment s'échappait. Il y avait toujours quelque chose de plus important dans leur monde que de me remarquer. Debout dans ma cuisine, après avoir envoyé ce dernier message, tous ces vieux souvenirs sont revenus avec une nouvelle clarté. Pas douloureux, juste clair. Comme si quelqu'un avait dépoussiéré la lentille à travers laquelle je regardais, et avait révélé la vérité derrière. Chaque appel avait un but. Chaque moment avait une transaction. Aucun d'eux ne me concernait en tant que personne. Même lorsque je suis tombé malade lors d'une saison de grippe brutale il y a 2 ans, le seul appel que j'ai reçu était de maman. Elle a fait un petit bruit de sympathie, puis m'a demandé si je pouvais venir l'aider à transporter des meubles pour une visite libre, car les déménageurs avaient annulé. Je lui ai dit que j'avais 39,5 de fièvre, et elle a soupiré, déçue. Elle a dit qu'elle supposerait qu'elle devrait se débrouiller seule. C'est tout. Pas de suivi, pas d'offre d'apporter de la soupe, pas de nouvelles le lendemain. J'ai alors réalisé que leur amour était conditionnel, bien avant qu'ils ne mettent ces mots dans un texto. Les gens parlent des boucs émissaires dans les familles comme si c'était quelque chose d'évident, de bruyant, de dramatique. Mais dans ma famille, c'était silencieux. C'était subtil. C'était caché derrière les attentes et le devoir. J'étais celle qu'on appelait pour nettoyer, réparer, stabiliser, sauver. J'étais celle qui devait maintenir les lumières allumées quand leur désir dépassait leur discipline. J'étais celle qui avait appris à avaler la déception pour qu'ils puissent continuer à respirer facilement. Je n'arrêtais pas de penser à ce message. Tu es morte pour nous. Je me demandais s'ils savaient que je me sentais déjà morte pour eux depuis des années. Non pas dans un sens dramatique, mais de la manière dont une personne disparaît à l'arrière-plan quand on ne la voit que pour son utilité. En reprenant mon téléphone et en regardant l'écran sombre, tout s'est aligné en une forme que je pouvais enfin reconnaître. Ils n'avaient pas perdu une fille. Ils avaient perdu ce qu'ils croyaient être leur filet de sécurité. Et cette prise de conscience s'est installée en moi, comme une pierre atteignant le fond d'un étang. Je n'étais pas leur fille. J'étais le plan d'urgence, la travailleuse silencieuse de l'ombre, la personne fiable qu'ils pouvaient appeler sans conséquence, la personne qui dirait toujours oui, jusqu'à ce que je dise non. Cette vérité, aussi douloureuse qu'elle ait pu être, semblait étrangement libératrice. Elle m'a donné une nouvelle sorte de force, une force que je ne m'étais jamais autorisé à reconnaître. J'ai éteint la lumière de la cuisine et j'ai descendu le couloir, laissant la maison sombrer dans l'obscurité derrière moi. Une obscurité silencieuse et stable, qui semblait enfin m'appartenir. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à la paix. Alors que la suite de cette histoire commençait à se dérouler, j'ai fermé la porte de la chambre derrière moi et j'ai laissé le silence s'installer. Pas lourd, mais stable. Le genre qui vient après qu'une longue vérité ait enfin cessé de vous combattre. J'ai senti cette petite lueur de paix persister dans ma poitrine. Et pendant un instant, j'ai pensé qu'elle pourrait durer. Ce ne fut pas le cas, car une fois le brouillard émotionnel dissipé,
la réalité pratique est apparue. Et cette réalité était un labyrinthe de responsabilités, que j'avais construite de mes propres mains, sans jamais réaliser le poids qu'il portait. Je suis entré dans mon bureau, j'ai allumé la lampe, et j'ai fixé le classeur contre le mur. Il avait l'air inoffensif, juste une boîte en métal contenant des papiers dont personne ne se souciait. Mais à l'intérieur se trouvait le registre de chaque choix silencieux que j'avais fait pendant des années. Les choix qui maintenaient tout le monde à flot. Les choix pour lesquels ils ne m'ont jamais remercié, parce qu'ils n'ont jamais su qu'ils existaient ou, pire, parce qu'ils s'y sentaient en droit. J'ai ouvert le tiroir du haut et j'ai commencé à trier une pile de dossiers. Les bords du papier étaient usés, légèrement recourbés à force d'être manipulés. Il y avait des documents fiscaux datant de près de 10 ans, de vieux contrats marqués de correction rouge, des demandes de crédit avec ma signature soigneusement apposée en bas. Tout cela semblait étrangement lointain, comme si je lisais la vie de quelqu'un d'autre. L'experte comptable que nous avions engagée des années plus tôt, une femme nommée Margaret, qui s'occupait à la fois de mes déclarations professionnelles et personnelles, m'avait un jour prévenu que la structure en place finirait par causer des problèmes. Elle l'avait dit avec le même ton calme qu'elle utilisait pour expliquer les tableaux d'amortissement et les paiements trimestriels. À l'époque, Daniel et moi pensions qu'elle était trop prudente. Nous n'avions pas l'intention de laisser les choses ainsi pour toujours. Chaque arrangement semblait temporaire au début, couvrir un paiement ici, aider avec une garantie là, gérer une transaction jusqu'à ce qu'il se stabilise. Le temporaire a une façon de s'étirer en permanent, quand personne d'autre ne prend le relais. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai parcouru un ancien fil de discussion avec Margaret. Elle avait joint un long rapport décrivant la structure des relations de crédit de mon entreprise. Le contrat de location du matériel de mon père était lié à ma principale ligne de crédit. La location de l'échafaudage pour ces travaux de béton avait été approuvée parce que mes finances étaient solides. Même la couverture d'assurance pour la petite équipe qu'il employait était sous une police conjointe, car son entreprise ne répondait pas aux normes de sécurité requises pour une approbation indépendante. Il n'a jamais demandé pourquoi les choses se passaient si bien pour lui, lorsque le ministère du Travail auditait les petits entrepreneurs de notre comté. Il n'a jamais demandé pourquoi les fournisseurs lui accordaient des délais de grâce lorsqu'il manquait des échéances de paiement. Il pensait que c'était sa réputation, le résultat de décennies dans le secteur. Il ne savait pas que c'était parce que mon entreprise avait négocié ses conditions dans le cadre de nos contrats de plus grand volume. Il n'avait aucune idée que son nom n'avait de poids que parce qu'il était lié au mien. Le dossier suivant contenait des documents du côté de maman, ses dépenses de mise en scène, son budget marketing, le logiciel de design qu'elle aimait montrer à ses clients, les frais d'adhésion à l'association immobilière locale. Elle croyait que tout cela provenait d'une structure d'investissement familiale que mon grand-père avait mise en place avant son décès. La vérité était beaucoup plus simple. Des années auparavant, elle m'avait appelé en pleurant parce que l'agence était en retard de loyer, et elle avait peur de perdre l'espace. J'avais couvert le paiement avec le compte de mon entreprise, pensant que ce serait une fois. Quand la basse saison est revenue, elle a appelé, sa voix plus faible qu'auparavant, et j'ai de nouveau couvert. Finalement, les paiements ont été programmés automatiquement. Maman n'a jamais demandé comment ça fonctionnait. Elle a seulement dit, « Tu es si responsable, Sophia, contrairement au reste d'entre nous. » Je pensais qu'elle le disait comme un compliment. Mais maintenant, cela ressemblait à une étiquette qu'elle m'avait collée, pour ne jamais avoir à considérer que je pourrais avoir besoin de quelque chose en retour. J'ai continué à feuilleter les documents, chacun étant une autre pièce de la structure qui les soutenait à leur insu. Celui de Brianna était le plus épais, non pas parce qu'elle avait les plus grands besoins, mais parce que ses besoins étaient constants. À la sortie de l'université, elle avait signé un contrat de carte de crédit qui liait son compte au mien en tant que garant. Elle supposait que c'était un avantage familial. Je n'avais pas l'intention que ce soit permanent. Elle avait besoin d'un coup de pouce à court terme pour établir son crédit afin de pouvoir louer un appartement. C'était le plan. Mais la limite de la carte a augmenté automatiquement. Les achats ont augmenté avec. Elle a acheté des vêtements pour un travail qu'elle n'a pas gardé. Elle a payé des vols qu'elle ne se souvenait pas avoir réservés. Elle a commandé des boîtes d'abonnement qui arrivaient chaque mois, comme sur des roulettes. Quand les notifications de paiement arrivaient dans ma boîte mail, je les lui transférais, et elle répondait, « Je m'en occupe ». Elle ne l'a jamais fait. Finalement, j'ai aussi automatisé ces paiements, car une facture manquée de sa part signifiait un risque pour ma ligne de crédit. Je me disais que je protégeais mon entreprise. Je ne réalisais pas que je protégeais tout son style de vie. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai regardé mon bureau.
Le bureau, les permis encadrés, les cartes de projet épinglées au mur, tout cela semblait solide, ancré, stable. Et sous cette stabilité se trouvait un réseau de décisions que j'avais prises discrètement, presque distraitement, pour empêcher les gens que j'aimais de s'effondrer. La vérité, c'est que je ne les soutenais pas depuis des mois ou des années. Je les soutenais depuis plus d'une décennie. J'ai ouvert un autre dossier contenant des accords que j'avais signés lorsque Daniel et moi avons acheté notre maison. Le nom de David apparaissait sur les documents d'un prêt pour travaux qu'il avait contracté peu après notre emménagement. J'avais accepté de co-signer, car le taux d'intérêt aurait été plus élevé sinon. Ce prêt a été remboursé il y a longtemps, mais la relation de crédit partagée est restée. Elle liait mon identité financière à la sienne, d'une manière qu'il n'a jamais reconnue. Il n'avait aucune raison de le faire. Tout fonctionnait en sa faveur. Ce qui m'a le plus frappé en triant les documents, ce n'était pas l'argent lui-même. C'était son invisibilité. Ils ont passé des années à penser qu'ils avaient construit leur propre fondation. David croyait qu'il était toujours le pourvoyeur, celui qui avait l'autorité. Maman croyait qu'elle gérait sa propre entreprise avec compétence et détermination. Brianna croyait que sa vie se déroulait exactement comme il se devait, car elle était destinée au succès. Aucun d'eux ne savait que chaque pas qu'il faisait reposait sur un sol que j'avais renforcé, encore et encore, sans leur dire. Le rebondissement, la partie que je n'avais réalisée que cette nuit-là, c'est que mon silence ne les avait pas protégés. Il les avait aveuglés. Il avait construit une fausse confiance qui se briserait au moment où je me retirerais. J'ai trouvé l'ancien contrat de provision avec mon avocat, un contrat que j'avais mis en place lorsque j'ai créé mon entreprise. Au fil des ans, j'avais étendu cette provision pour couvrir les conseils sur ses problèmes de licence, les erreurs d'entiercement de maman, et les litiges de crédit de Brianna. Aucun d'eux n'a payé pour ces services, mais ils en ont tous bénéficié. Ils supposaient que cela faisait partie de la structure d'investissement familial. Cette expression revenait sans cesse dans les emails qu'ils s'envoyaient. J'en ai lu un maintenant, un ancien message de maman. Elle avait écrit à Brianna que la structure d'investissement familial fonctionne sans problème. Ta sœur s'assure que nous sommes tous protégés. Je me souviens avoir lu ce message il y a des années et avoir ressenti une petite chaleur dans ma poitrine, pensant qu'elle reconnaissait enfin quelque chose que j'avais fait. Mais maintenant, les mots semblaient différents. Ils ne m'avaient pas vu. Ils avaient vu un système, une machine, quelque chose qu'ils croyaient appartenir à la famille dans son ensemble, pas quelque chose qui nécessitait mon effort individuel, pas quelque chose dont je pouvais me détacher. Daniel est entré dans le bureau en se frottant les yeux. Il était tard. Il a regardé les piles de papier sur le sol et les dossiers ouverts sur mon bureau. Il n'a pas parlé pendant un moment. Il m'a juste regardé, et j'ai senti le poids de son inquiétude s'installer entre nous. Tu fouilles dans tout, a-t-il dit doucement. Tu cherches quelque chose de précis? J'ai secoué la tête. J'essaie de comprendre ce que j'ai réellement construit. Sur quoi il se tenait pendant tout ce temps. Il s'est approché et a posé une main sur mon épaule. As-tu trouvé quelque chose de surprenant? J'ai ri doucement. Presque tout. Je n'avais pas réalisé jusqu'où ça allait. Je n'avais pas réalisé combien de choses étaient liées à mon nom, mon crédit, mon entreprise, mes licences. Chaque élément de leur stabilité porte ma signature, et ils n'ont jamais demandé comment ça fonctionnait. Ils n'ont jamais voulu savoir. Daniel a expiré lentement et s'est assis sur le bord du bureau. Ils pensaient que c'était magique, ou que ça leur revenait de droit. Oui, ai-je dit. Exactement. Il a déplacé sa main vers la mienne. Alors, que veux-tu faire de tout ça? J'ai regardé la pile de dossiers. La réponse n'était pas simple. Elle n'était pas vengeresse. Elle n'était pas dramatique. Elle était pratique. Je veux tout comprendre avant de prendre des décisions. Pour une fois, je veux regarder toute la structure, pas seulement le morceau qu'il me tente quand quelque chose ne va pas. Il a hoché la tête et s'est levé. Tu nettoies toujours après eux. Peut-être que maintenant, tu nettoies pour toi-même. Alors qu'il sortait, j'ai pris le dernier dossier au fond du tiroir. Il était plus fin que les autres, mais il contenait le contrat qui liait ma ligne de crédit à son crédit commercial. Il avait été structuré ainsi lors d'une année difficile, lorsque de nouvelles réglementations rendaient l'emprunt presque impossible pour les petits entrepreneurs. Le comptable l'avait recommandé comme solution temporaire. Il avait signé sans rien lire. Je me souvenais clairement du moment, assise à la table de la cuisine pendant qu'il griffonnait son nom et me rendait les papiers.
Sans lever les yeux, il avait dit « C'est pour ça que je t'ai », puis avait demandé ce qu'il y avait pour le dîner. En regardant ce contrat maintenant, quelque chose s'est installé dans ma poitrine. Pas de la colère, pas de la tristesse, de la compréhension. La stabilité qu'il ressentait n'était pas du tout de la stabilité. C'était de la dépendance déguisée en succès. Et j'avais si bien construit le déguisement que même moi, j'y avais cru pendant un temps. J'ai remis les documents dans le tiroir et je les fermais doucement. La pièce semblait plus silencieuse maintenant, presque creuse. J'ai compris quelque chose que je ne m'étais jamais autorisé à voir auparavant. Leur vie reposait sur une fondation qu'ils n'avaient pas construite, une fondation qu'ils n'avaient jamais entretenue, une fondation qu'ils croyaient être toujours là, inébranlable, invisible, automatique. Ils pensaient qu'elle tenait toute seule. Ils pensaient qu'elle les soutenait. Mais elle tenait parce que je la tenais. Et maintenant, pour la première fois, je savais exactement ce qui se passerait quand je me retirerais. L'air nocturne est entré depuis le couloir alors que j'éteignais la lampe. Je suis sorti du bureau, laissant la porte se refermer derrière moi, et j'ai senti cette même paix silencieuse revenir en une petite vague régulière. Invisible ou non, la vérité était toujours la vérité. J'avais tout soutenu, et maintenant je comprenais enfin ce que signifierait lâcher prise. Je me suis arrêté dans le couloir, le bureau derrière moi, et j'ai senti le poids d'une décision s'installer dans un endroit plus profond que la pensée. Elle n'est pas arrivée en trombe, ni comme un éclair de colère. Elle est arrivée tranquillement, comme l'hiver arrive après la dernière nuit chaude de l'automne. On ne remarque pas le moment exact où la saison change, seulement que l'air est soudainement différent, et on sait qu'il ne reviendra pas en arrière. Je suis allé dans la cuisine et je me suis versé un verre d'eau, mais le goût semblait lointain. Ce que j'avais découvert dans ces dossiers n'était pas une erreur ou un malentendu. C'était une structure, un système, quelque chose construit pièce par pièce au fil des années, par de petits choix. Et maintenant que je voyais tout cela clairement, il n'y avait aucun moyen de ne plus le voir. Il n'y avait aucun moyen d'avancer en prétendant que cela pouvait continuer. J'ai pris mon téléphone sur le comptoir et j'ai ouvert la liste de contacts. Mon pouce a plané sur le nom de Lydia. Elle était mon experte comptable depuis des années, stable et pragmatique, une femme à la voix calme qui parvenait à rendre même la saison des impôts supportable. Elle m'avait prévenu une fois que la structure en place finirait par me piéger. Elle ne l'avait pas dit pour m'effrayer. Elle l'avait dit comme quelqu'un pourrait dire, le toit a besoin d'être renforcé avant la prochaine tempête. J'ai appuyé sur appeler. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Sophia, tu appelles tard. Est-ce que tout va bien? Son ton avait la même constance fiable que toujours. J'ai fermé les yeux un instant et je me suis appuyé sur cette constance, juste assez pour parler clairement. J'ai besoin d'initier le processus dont nous avons parlé. Tout. Il y a eu une courte pause, non pas de surprise, mais de confirmation. Elle avait attendu ce jour bien avant moi. J'entends que quelque chose a changé. Veux-tu qu'on se rencontre en personne ou qu'on commence maintenant? Maintenant, ai-je dit. Je veux que ce soit officiel. Je veux que ce soit documenté, et je veux le faire avec soin. Elle a inspiré lentement, le son doux à travers le téléphone. Très bien. Nous allons tout démêler pas à pas. Rien ne sera brusque. Rien ne sera émotionnel. Nous suivrons la structure. Ces mots ont apaisé quelque chose de serré dans ma poitrine. La structure était la seule chose qui avait du sens maintenant. Elle a dit qu'elle m'enverrait les fichiers préliminaires dans l'heure, retirer les garanties, fermer les comptes partagés, rediriger les paiements automatiques, dissoudre les arrangements informels qui s'étaient fait passer pour de la coopération familiale. Quand j'ai raccroché, la cuisine semblait plus froide. La lumière du plafonnier bourdonnait doucement, le seul son dans la maison à part ma respiration. Un appel avait commencé la séparation. Le suivant la rendrait réelle. J'ai fait défiler jusqu'au nom de Marc, mon avocat. Il m'avait aidé à créer mon entreprise quand j'avais la vingtaine. Il était gentil, d'une manière directe, un homme qui parlait clairement et ne laissait aucune place à l'interprétation. En appuyant sur son numéro, j'ai réalisé que mes mains ne tremblaient plus. Elles étaient stables, presque calmes. Il a répondu à la première sonnerie. Il est tard, Sophia. De quoi s'agit-il? Sa voix était plus vive que celle de Lydia, mais rassurante d'une manière différente. J'ai besoin de me retirer de tout, de chaque responsabilité partagée, de chaque garantie. Tout ce qui est lié à mon crédit ou à mon entreprise. Je veux que ce soit fait correctement. Il a fait une pause,
et je pouvais presque l'imaginer se penchant en arrière dans son fauteuil. « Est-ce que quelque chose a changé avec ta famille ? Ils m'ont dit que j'étais morte pour eux. » Une autre pause silencieuse. Puis il a expiré. « Très bien, alors nous les prendrons au mot. Je vais rédiger les avis de retrait et de résiliation. Certains nécessiteront leur signature, d'autres non. Cela prendra du temps, mais c'est tout à fait faisable. » Nous avons parlé pendant près d'1 heure, non pas d'émotions, non pas du passé, mais de détails, de délais, d'exigences de dépôt, de lettres à envoyer par courrier recommandé, la logistique pour se retirer d'une structure que j'avais autrefois crue temporaire. Quand nous avons terminé, il a dit quelque chose qui est resté après que j'ai mis fin à l'appel. « Tu ne coupes pas les ponts par colère. Tu protèges ce que tu as construit. Il n'y a aucune honte à cela. » Je voulais le croire. Peut-être que je le croyais déjà. Il était presque minuit quand j'ai finalement posé le téléphone. La maison semblait silencieuse, d'une manière qui n'était pas vide, juste inhabituelle. Je suis allé à la porte-fenêtre et j'ai regardé le jardin sombre. Le ciel au-dessus de Ridgeview était clair, parsemé d'étoiles faibles, le genre de nuit qui aurait dû être paisible. Au lieu de cela, j'ai senti un lent déploiement en moi, le sentiment que quelque chose de grand avait commencé, même si le monde extérieur semblait inchangé. Je suis retourné à la table de la salle à manger et j'ai de nouveau étalé les documents. Cette fois, je ne les ai pas regardés avec les yeux de quelqu'un qui essaie de comprendre. Je les ai regardés avec les yeux de quelqu'un qui se prépare à agir. Formulaire de retrait, avis, état financier, lettre d'autorisation que je révoquerai. Chaque étape était claire et nécessaire. Aucune n'avait le poids de la vengeance. Tout était pratique. Tout était attendu depuis longtemps. Daniel est de nouveau entré, cette fois avec un sweatshirt sur les épaules. Il m'a regardé un long moment avant de demander doucement, « Tu le fais vraiment ?» J'ai hoché la tête. Je ne les quitte pas. Je disparais des endroits où ils m'ont utilisé. Il s'est assis à côté de moi. « Veux-tu de l'aide ?» J'ai secoué la tête. Pas encore. J'ai besoin d'examiner chaque pièce moi-même. J'ai besoin d'être celle qui arrête de prétendre que c'est gérable. Il a tendu la main et a pris la mienne, non pas pour me diriger, mais pour me stabiliser. Tu ne leur dois pas ta vie, Sophia. Tu ne l'as jamais fait. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. La vérité de ces mots était trop crue. Après qu'il soit retourné se coucher, j'ai rassemblé les papiers en piles bien nettes, obligations financières, structures juridiques, comptes partagés, garantis, tous les fils invisibles qui liaient leur stabilité à mon existence. J'ai étiqueté chaque pile avec des notes adhésives et je les ai mises dans une boîte. Pour la première fois depuis des années, le poids de cette boîte semblait approprié, contenu, fini. Je l'ai porté dans le bureau et je l'ai posé sur le bureau. Puis j'ai ouvert mon téléphone une dernière fois. L'écran était lumineux dans la pièce sombre. En haut se trouvaient les noms familiers, papa, maman, Brianna. Leurs textos, leurs appels manqués, leurs messages demandant de l'aide, des explications, ou des faveurs. Une longue histoire de demandes qui m'avait autrefois semblé normale. Je ne les ai pas supprimées. J'ai simplement ouvert les paramètres et j'ai appuyé sur le bouton qui désactivait les notifications pour chaque conversation. Le silence qui a suivi a été immédiat et étrangement puissant. Ce n'était pas de la vengeance. Ce n'était pas de la défiance. C'était la première limite que j'avais jamais posée sans m'en excuser. J'ai posé le téléphone face contre le bureau. Le silence s'est étendu dans la pièce. Je suis allé me coucher en sachant que je ne dormirais pas. Mon esprit n'arrêtait pas de passer en revue les étapes, les délais, les légalités, les avis de retrait, les fenêtres de 7 jours, les périodes d'examen de 30 jours, le lent dénouement d'années de travail invisible. Cela prendrait du temps. Cela nécessiterait des signatures. Cela pourrait les mettre en colère. Cela pourrait les dérouter. Cela pourrait même les terrifier. Mais ce n'était plus mon rôle d'amortir l'impact. Je suis resté éveillé, écoutant le faible bourdonnement du chauffage. Daniel respirait régulièrement à côté de moi. J'ai fixé le plafond et j'ai senti le poids de la journée s'accumuler dans ma poitrine. Pas écrasant, pas accablant, juste réel. La décision avait été prise. Je n'allais plus m'expliquer. Je n'allais plus maintenir les choses ensemble pour qu'ils puissent éviter les conséquences de leur propre choix. Je n'allais plus être disponible simplement parce qu'ils l'exigeaient. Je ne les quittais pas.
Je disparaissais de l'histoire qu'ils avaient écrite pour moi. Dehors, une brise a traversé les arbres. Elle a fait un léger tapotement contre la vitre, comme un rappel que le monde extérieur bougeait toujours, que je sois prête ou non. J'ai tiré la couverture plus près et j'ai fermé les yeux. Le sommeil n'est pas venu, mais la paix, oui. Une paix lente et régulière, façonnée non pas par l'espoir ou la peur, mais par la compréhension. Demain, le dénouement commencerait, et je ne reviendrai pas en arrière. 3 jours ont passé dans un silence presque contre nature. Je n'arrêtais pas d'attendre l'attrait familier de l'obligation, l'instinct de vérifier mon téléphone, la compulsion d'anticiper la crise de quelqu'un d'autre. Mais le silence a tenu. Il ne me réconfortait pas, mais il ne m'effrayait pas non plus. Il existait simplement, comme l'air après une tempête, lourd mais honnête. Le 3e matin, je me suis réveillé avant l'aube. La maison était encore sombre, de cette lumière grise qui donne l'impression que tout est suspendu. J'ai pris mon téléphone uniquement parce que je devais vérifier un email professionnel matinal concernant un calendrier de projet. L'écran s'est allumé bien plus fort que mes yeux n'étaient prêts à l'accepter. Et c'est là que je l'ai vu. 46 appels manqués. Pendant un long moment, j'ai juste fixé le nombre. Mon souffle ne s'est pas accéléré. Mon pouls n'a pas bondi. Je n'ai rien ressenti du tout. Le genre de rien qui ne vient que lorsque quelque chose en vous a déjà pris sa décision, bien avant que votre esprit ne rattrape son retard. Les appels manqués venaient presque tous de papa. Quelques-uns de maman. Un d'un numéro inconnu, que je soupçonnais déjà ne pas être vraiment inconnu. Les horodatage des appels s'étalaient sur toute la nuit, certains à quelques minutes d'intervalle, d'autres de longues vagues frénétiques de tentatives consécutives. L'icône de la messagerie vocale clignotait. J'ai appuyé sur lecture. Sa voix a rempli la pièce, mais pas la version de lui que j'avais connue toute ma vie. Pas l'homme qui aboyait des ordres. Pas l'homme qui n'appelait que lorsque quelque chose avait besoin d'être réparé. Cette voix était basse et tendue, comme s'il la forçait à sortir d'une gorge qui avait oublié comment parler doucement. Sophia, c'est papa. J'ai besoin de toi. Ils ne veulent pas me laisser sortir. Ils ont dit que j'avais besoin de quelqu'un pour payer la caution. J'ai besoin que tu viennes. J'ai besoin que tu t'en occupes. Il a fait une pause, et en arrière-plan, j'ai entendu ce qui ressemblait à une porte en métal qui se fermait, puis une voix criant quelque part au loin. Pour la première fois de ma vie, il semblait incertain. S'il te plaît, je sais qu'il est tôt. Appelle-moi, c'est tout. Le message vocal s'est terminé. Je me suis assise au bord du lit, fixant le téléphone dans ma main. Non pas parce que je me sentais déchiré, non pas parce que je me sentais coupable, mais parce que c'était le moment que j'avais su qu'il viendrait, bien que pas sous cette forme. Toutes ces années à l'aider à éviter les conséquences, toutes ces interventions discrètes que j'ai faites sans lui dire, toutes ces amendes que j'ai payées, tous ces délais manqués que j'ai arrangés, tous ces avis de justice que j'ai traités avant qu'ils ne dégénèrent. Chaque responsabilité ignorée finit par vous rattraper. J'ai ensuite ouvert mes emails. La boîte de réception était pleine, mais un message a immédiatement attiré mon attention car il avait été envoyé à un groupe. Mon nom était en copie. Je doutais que ce soit intentionnel. C'était de maman. L'objet était court, arrangement pour la caution. L'email lui-même était pire. Nous avons juste besoin que Sophia paie la caution. Elle s'est toujours occupée de ces choses. Dès qu'elle l'aura payé, il pourra rentrer à la maison. Veuillez nous indiquer les prochaines étapes. Je l'ai lu 2 fois, peut-être 3. Non pas parce que les mots étaient surprenants, mais parce qu'ils étaient si prévisibles. Le même schéma se répétant, même maintenant. Alors qu'il était assis dans une cellule de prison du comté, dépouillé de son autorité, de son contrôle, de l'illusion de son invincibilité même à ce moment-là, leur première pensée était que je réglerais le problème. Non pas que je pouvais être blessé, non pas que je pouvais être en colère, non pas que je pouvais être indisponible, juste que j'arriverais et que je paierais. Daniel est entré dans la pièce, encore à moitié endormi. Il s'est frotté les yeux et m'a souhaité un doux bonjour avant de remarquer le téléphone dans ma main et l'expression sur mon visage. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tourné le téléphone vers lui. Il a lu l'écran, puis a laissé échapper une expiration silencieuse. 46 appels manqués. C'est un record. Il y a un message vocal, ai-je dit. De papa. Il s'est assis à côté de moi sur le lit. Tu l'as écouté? J'ai hoché la tête. Il veut que je paie la caution.
Daniel a étudié mon visage un instant, puis a demandé doucement, « À quoi penses-tu » J'ai de nouveau baissé les yeux sur l'écran, les appels manqués, le message vocal, l'email, des couches d'attente enveloppées de panique. Ils n'appelaient pas parce que j'étais de la famille. Ils appelaient parce qu'ils croyaient que j'étais toujours la solution. Je pense, ai-je dit lentement, que les morts ne peuvent pas payer de caution. Daniel a absorbé les mots, son expression s'adoucissant. Il a tendu la main et a pris la mienne. Tu ne leur dois pas ça. Pas après tout. Je sais. Je me suis levé et je suis allé dans la cuisine, ayant besoin de mouvement pour stabiliser mes pensées. La lumière du matin commençait à se glisser sur le comptoir, pâle et froide. J'ai posé le téléphone et je l'ai laissé vibrer lorsqu'un autre appel est arrivé. Je n'ai pas décroché. Je l'ai laissé sonner jusqu'à ce qu'il s'arrête. Puis il a sonné encore et encore. La voix de papa du message vocal résonnait dans ma tête. Non pas les mots, mais le ton, la peur, la surprise, la façon dont il a dit « j'ai besoin de toi » au lieu de « tu dois venir ». C'était la première fois de ma vie qu'il utilisait cette phrase envers moi. Mais même cela, même le désespoir, ne me concernait pas. C'était à propos du rôle qu'il croyait que je jouais encore. La réparatrice, la stable, celle qui s'occupait de tout pour qu'il n'ait pas à le faire. Ce rôle a pris fin lorsqu'il a déclaré que j'étais morte pour lui. J'ai pris le téléphone uniquement pour le mettre en silencieux. La vibration s'est arrêtée, laissant la maison dans un silence profond qui semblait plus lourd qu'auparavant. Je suis allé à la fenêtre du salon et j'ai regardé la rue. Les voisins commençaient leur journée, un homme promenant son chien, une femme faisant son jogging avec ses écouteurs. La vie ordinaire se déroulant sans aucun sens de la tempête qui se préparait juste devant ma porte. J'ai pensé aux amendes qui avaient mené à ce moment. Des citations impayées pour des violations d'équipement, des dates de tribunal manquées pour des problèmes de licence, des avis qu'il a ignorés parce que j'étais toujours intervenu lorsque la situation devenait sérieuse. Il a supposé que je continuerais à le faire. Il a supposé que je ne le laisserais jamais tomber assez bas pour être rattrapé par le système. Mais au moment où il m'a dit que j'étais morte pour lui, il a coupé la bouée de sauvetage dont il dépendait. Il ne l'a juste pas réalisé à ce moment-là. Une autre vibration. Un autre message vocal. Un texto a suivi. C'est urgent. Tu dois répondre. S'il te plaît. Le mot « besoin » revenait sans cesse. Jamais le mot « désolé ». Jamais le mot « comprendre ». Jamais mon nom prononcé avec autre chose que du désespoir. Je suis retourné dans la chambre et je me suis assise à côté de Daniel. Il a de nouveau pris ma main mais n'a pas parlé. Il savait que ce moment n'était pas une question de conseil. C'était quelque chose de plus profond. C'était le refus final d'un rôle que je n'avais jamais accepté de jouer. Le téléphone a vibré une fois de plus, le son aigu dans la pièce silencieuse. Je l'ai pris, non pas pour répondre, mais pour lire la notification. Le message venait de maman cette fois. Ils ne le libéreront pas sans caution. Tu sais comment gérer ça. S'il te plaît, vas-y, pas s'il te plaît, parlons-en. Pas s'il te plaît, dis-nous ce qui se passe. Pas s'il te plaît, viens soutenir la famille. Juste s'il te plaît, vas-y. S'il te plaît, règle ça. S'il te plaît, reprends ta fonction. Ma gorge s'est serrée, non pas de tristesse, mais de clarté. Tout ce qu'ils faisaient confirmait ce que j'avais déjà compris. À leurs yeux, je n'étais pas leur fille. J'étais leur mécanisme. Le téléphone a de nouveau sonné. Daniel m'a regardé, attendant. J'ai expiré lentement, puis j'ai posé le téléphone face contre la table de chevet. Il a vibré contre le bois, une insistance régulière qui a lentement commencé à s'estomper alors que je refusais de le toucher. Laisse-le sonner, ai-je dit doucement. Laisse-le sonner jusqu'au bout. Les appels ont continué pendant des minutes, puis plus longtemps. À un moment donné, j'ai perdu le compte du nombre de fois où l'écran s'est allumé et s'est de nouveau éteint, mais je ne l'ai jamais pris. Finalement, la vibration a ralenti, s'est interrompue, s'est arrêtée. Le silence qui a suivi n'était pas paisible. Il n'était pas triomphant. C'était simplement la vérité qui remplissait la pièce après des années à être mise de côté. David était assis en prison. Maman envoyait des emails aux avocats. Brianna arpentait probablement quelque part avec des larmes aux yeux, mais pas pour les raisons qu'elle aurait dû avoir. Et tous disaient encore la même chose tacite, Sophia va régler ça. Sophia règle toujours ça.
Sauf que je ne le ferai pas. Pas cette fois. Plus jamais. Le téléphone s'est allumé une fois de plus, l'écran brillant faiblement dans la pièce sombre. Je ne l'ai pas retourné. Je n'ai pas regardé la notification. Je suis resté assise, écoutant les dernières secondes de la sonnerie résonner dans l'air avant de s'éteindre complètement, laissant un silence qui semblait étrangement final. Le téléphone sonnait encore quand je suis sorti de la pièce. Puis il s'est tu. La maison est restée silencieuse longtemps après que le téléphone se soit tu. Un genre de silence qui ressemblait à un couloir dont toutes les portes étaient enfin fermées. Je pouvais encore sentir la vibration de ces appels manqués dans ma paume. Même si le téléphone n'était plus dans ma main, mon corps se souvenait de ce que cela signifiait autrefois, panique, obligation, mouvement. Réparer avant que ça ne casse. Mais maintenant, cela ne signifiait plus rien. Et le rien n'était plus bruyant que je ne l'attendais. 2 jours plus tard, j'avais un rendez-vous prévu au tribunal du comté de Ridgeview. C'était quelque chose de routinier pour mon entreprise, une réunion avec le conseil de zonage à propos d'un projet commercial qui nécessitait un rapport de conformité environnementale mis à jour. C'était sur mon calendrier depuis des semaines. J'ai failli l'annuler, non pas à cause de ma famille, mais parce que je me sentais étrangement fragile, comme si les derniers jours avaient étiré quelque chose en moi de manière trop fine. Mais annuler aurait été comme reculer, et je n'allais plus reculer. Le parking du tribunal était déjà plein quand je suis arrivé. Le soleil du matin se reflétait sur les rangées de voitures et faisait scintiller le trottoir. J'ai monté les marches, un dossier sous le bras, et j'ai senti le poids du bâtiment s'installer autour de moi dès que je suis entré dans le hall. De longues files d'attente, des voix qui résonnaient contre les hauts plafonds, la faible odeur de vieux papier et de café trop infusé. Rien d'inhabituel. Rien qui ne m'ait prévenu que le passé m'attendait à l'intérieur. Je me suis enregistré au guichet de zonage, j'ai pris mon badge de visiteur, et j'ai descendu le couloir vers l'aile administrative. Et c'est là que je l'ai entendu. Une voix qui m'a arrêté net avant même que je comprenne pourquoi. Maman. Sa voix avait ce ton tendu et précipité qu'elle utilisait quand elle essayait de paraître calme, mais échouait. Je me suis figé un instant avant de tourner lentement la tête vers la source du son. Elle se tenait devant une petite salle d'audience, serrant son sac à main dans ses 2 mains comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Brianna était à côté d'elle, faisant les 100 pas, portant des lunettes de soleil à l'intérieur comme si se cacher derrière pouvait changer la vérité de sa présence. Il était derrière une vitre de détention, vêtu d'une combinaison du comté, sa posture raide et défensive. Pas en colère, pas en train d'aboyer des ordres, juste contenu. Contenu d'une manière que je ne l'avais jamais vue de ma vie. Pendant un instant, la scène m'a semblé irréelle, comme si j'étais entré dans le souvenir de quelqu'un d'autre plutôt que dans mon propre présent. Je n'ai pas bougé. Aucun d'eux ne m'a encore vu, et j'ai réalisé à quel point il était étrange d'être invisible pour des gens qui attendaient autrefois de moi que je répare tout, avant même que quiconque ne sache qu'il y avait un problème. Un homme en costume sombre s'est approché de maman. Il portait un presse-papier et l'expression fatiguée de quelqu'un qui avait prononcé le même discours trop de fois. J'ai deviné qu'il était un avocat commis d'office, ou un avocat contractuel affecté au cas de mon père. Il parlait doucement, et bien que je ne puisse pas entendre chaque mot, j'en ai saisi assez. Êtes-vous le membre de la famille qui s'occupe des arrangements? Maman a hoché la tête rapidement. Oui. Enfin, habituellement. Je veux dire, Sophia s'occupe de ces choses. Les mots sont sortis vite, un réflexe. Mais ensuite, elle s'est arrêtée. Son visage a changé, presque comme si elle s'était surprise elle-même. Elle a cligné des yeux et a lentement pressé ses lèvres l'une contre l'autre, comme pour ravaler sa déclaration avant que quiconque ne la remarque. L'avocat a regardé autour de lui. Alors, où est-elle? Maman a baissé les yeux, sa voix perdant toute sa douceur habituelle. Elle ne vient pas de l'extérieur de la ville? Maman a secoué la tête. Non, elle ne vient tout simplement pas. L'avocat n'a pas réagi avec jugement ou surprise. Il a simplement pris une note sur son presse-papier. Mais la tête de Brianna s'est tournée brusquement vers maman. Comment ça, elle ne vient pas? Elle s'occupe toujours de tout. C'est ce qu'elle fait. Maman a murmuré quelque chose, mais je n'ai pas pu l'entendre. Les épaules de Brianna se sont raidies, et elle a remonté ses lunettes de soleil sur son nez, comme si ce geste pouvait la protéger de tout inconfort. Puis elle a sorti son téléphone et s'est éloignée de quelques pas pour enregistrer un mémo vocal. Je ne voulais pas l'entendre,
mais elle a parlé assez fort pour que le couloir porte sa voix plus loin qu'elle ne l'avait prévu. Sophia, papa a des ennuis. Tu règles toujours les choses. Je ne sais pas qui d'autre appeler. Je ne comprends pas ce qui se passe. Viens ici, s'il te plaît. J'ai fermé les yeux un bref instant. Les mots sonnaient creux, non pas parce qu'ils étaient cruels, mais parce qu'ils étaient sincères. Sincères de la pire manière possible. Elle ne comprenait vraiment rien au-delà de sa propre panique. J'ai rouvert les yeux et je me suis forcé à respirer lentement. Je voulais me détourner, retourner directement à ma voiture et faire comme si je n'avais rien vu. Mais ma réunion de zonage était au bout du couloir, et ma vie existait en dehors de ce cercle de crise. Alors, j'ai continué à marcher. En passant devant eux, j'ai gardé le regard droit, mais j'ai senti les yeux de maman se lever. Je ne savais pas si elle avait reconnu le bruit de mes pas, ou si elle avait simplement senti ma présence. Sa tête s'est légèrement tournée dans ma direction, mais elle n'a pas parlé. Après une seconde, elle a de nouveau détourné le regard, son silence étant presque une supplique et des excuses mêlées. Il ne m'avait pas encore vu. Il regardait droit devant lui, respirant fort, la mâchoire serrée. Pour la première fois de ma vie, il avait l'air petit. Pas physiquement, mais de la manière dont l'orgueil peut rétrécir lorsque les circonstances le mettent à nu. J'ai atteint la porte du bureau de zonage et j'ai saisi la poignée. Juste avant d'entrer, j'ai de nouveau entendu l'avocat parler. Si vous ne pouvez pas payer la caution, nous devrons peut-être attendre le traitement. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui peut intervenir? Maman a murmuré, on a juste besoin de Sophia. L'avocat a fait une pause. J'ai senti l'air du couloir changer. Comme si ces mots s'étaient enfin échappés de l'intimité de notre famille et étaient entrés dans le monde où la vérité a du poids. Il a demandé gentiment, mais je croyais que vous aviez dit qu'elle ne venait pas. L'inspiration de maman a été brusque, presque douloureuse. Elle n'a pas répondu tout de suite. Derrière elle, Brianna a gémi de frustration, passant une main dans ses cheveux. C'est ridicule. Je lui ai dit qu'on avait besoin d'elle. J'ai même dit s'il te plaît. Je ne comprends pas pourquoi elle fait ça. L'avocat a légèrement tourné la tête vers Brianna, son expression illisible. Peut-être qu'elle a ses raisons. Brianna a ricané. Sophia ne fait pas des choses comme ça. Elle répare les choses. C'est ce qu'elle fait. Elle l'a toujours fait. Toujours. Un mot lourd d'attente. Un mot sous lequel j'ai vécu. Je suis entré dans le bureau de zonage juste au moment où maman répondait enfin à l'avocat, d'une petite voix tremblante qui ne ressemblait en rien à celle de la femme qui m'avait élevé. Je pense qu'elle croit qu'elle est morte pour nous. La porte s'est refermée derrière moi, coupant le reste du couloir. La pièce était silencieuse, avec seulement le léger bruit de papier d'un administrateur derrière le comptoir. Je suis resté là un long moment, laissant les mots s'installer en moi. Non pas comme une blessure, non pas comme une vengeance, simplement comme une vérité dite à voix haute pour la première fois. La réunion elle-même a été brève, des formalités administratives, des éclaircissements sur les tests de sol, rien qui n'ait nécessité plus que ma signature et une courte conversation. Mais mon esprit était loin des documents devant moi. Quand je suis retourné dans le couloir, ils étaient toujours là. Maman courbée. Brianna faisant les 100 pas. Il était visible derrière la vitre, tapant du pied rapidement, comme si le mouvement pouvait faire apparaître quelqu'un pour l'aider. Leur avocat parlait maintenant avec un adjoint. Quelque chose à propos des délais. Quelque chose à propos de la libération la plus rapide possible si la caution n'était pas payée. Je n'ai pas fait de pause. Je n'ai pas fixé. J'ai descendu le couloir avec le même pas régulier que j'utilisais en quittant un bâtiment après avoir terminé un travail, déterminé, clair, détaché. Mais juste au moment où j'atteignais la fin du couloir, mon téléphone a vibré. Un nouveau mémo vocal. Je ne l'ai pas écouté, mais j'ai vu l'aperçu de la transcription clignoter brièvement sur l'écran. Je ne sais pas ce que tu fais ni pourquoi tout fonctionne toujours quand tu es impliqué. Dis-moi juste ce que tu veux, Sophia. Dis-moi comment faire disparaître ça. Brianna, me voyant toujours non pas comme une personne, mais comme une fonction. Quand je suis sorti, le soleil d'hiver était vif et éclatant. L'air sentait les gaz d'échappement et le béton froid. Les gens me croisaient sur le trottoir, vivant leur vie, ignorant que quelque chose en moi venait de se refermer pour de bon. En bas des marches du tribunal, je me suis arrêté, laissant le vent me caresser le visage. À l'intérieur de ce bâtiment, ma famille se désagrégeait. Et pour la première fois,
je ne recollais rien. Je me suis dirigé vers ma voiture sans me retourner. Non pas parce que je voulais gagner, non pas parce que je voulais qu'ils perdent, mais parce que mon rôle était enfin terminé. La fille qu'ils n'ont jamais vue avait quitté la scène bien avant qu'ils ne remarquent son absence. J'ai démarré le moteur, j'ai gardé les mains stables sur le volant, et je suis parti avant même qu'ils ne franchissent la porte de sortie. Ce n'était pas une victoire. C'était simplement la fin d'un rôle qui ne m'avait jamais appartenu. J'ai quitté le palais de justice sans regarder dans le rétroviseur, mais le poids de tout ce que je venais de voir est resté avec moi, bien après que le bâtiment ait disparu derrière les arbres. Au moment où j'ai atteint Ridgeview, le soleil avait déjà commencé à se coucher, teintant le ciel de traînées orange pâle. Cela aurait dû être une soirée comme les autres. Des gens promenant leurs chiens, des enfants rentrant à vélo, des sacs de course déchargés des coffres de voitures, la vie ordinaire se déroulant sans hésitation. Mais quelque chose avait changé. L'histoire n'était plus contenue dans notre maison, ni dans notre silence. Elle était sortie dans le monde. Et le monde avait des opinions. Cela a commencé 2 jours plus tard. Un coup à la porte d'entrée, doux mais insistant. Quand j'ai ouvert, Janet Miller se tenait là, les bras croisés sur sa poitrine, arborant cette expression qu'elle réservait aux funérailles et aux scandales de l'église. Janet habitait à 2 maisons de mes parents depuis plus de 20 ans, une femme qui croyait avoir le droit de se prononcer sur toute question dans un rayon d'1 kilomètre, parce qu'elle avait vu tout le monde grandir. Sophia, a-t-elle dit, en étirant mon nom comme un soupir. Ma chérie, je pense qu'il faut qu'on parle. Je me suis écarté poliment, même si chaque partie de moi comprenait déjà où cette conversation allait mener. Elle est entrée, enlevant une poussière invisible de son pull. Ses yeux ont parcouru mon salon avec le même jugement qu'elle utilisait sur les enfants de l'école du dimanche qui parlaient trop fort pendant la prière. J'ai entendu des choses, a-t-elle commencé, comme s'il s'agissait d'une réunion d'urgence de la ville. Et tu sais comment les gens parlent. Je n'ai pas répondu. La laisser combler le silence était plus facile. Elle a secoué la tête avec une déception si répétée qu'on aurait pu la peindre sur un masque. Ton père est sorti de prison maintenant. Caroline White m'a dit que sa cousine l'a vu quitter le palais de justice, l'air d'avoir traversé une épreuve. Elle a dit qu'il avait l'air brisé. Et puis j'ai entendu que tu étais là, et que tu es juste parti. La phrase a flotté entre nous comme la fumée d'une allumette. Janet a attendu que je tressaille. Comme je ne l'ai pas fait, elle a adouci son ton, de cette manière condescendante que les femmes plus âgées utilisent parfois avec les jeunes femmes qu'elles croient s'égarer. Je sais que ton père peut être difficile, mais il reste ton père. La famille, c'est la famille, ma chérie. Au bout du compte, ça compte plus que tout ce qui s'est passé entre vous deux. Tu es sa fille. Il a besoin de toi. Les mots m'ont traversé sans trouver où se poser. Non pas parce qu'ils étaient inhabituels, mais parce que je les avais entendus toute ma vie, sous une forme ou une autre, prononcés par des gens qui n'avaient aucune compréhension de ce que cette responsabilité représentait à huis clos. J'ai gardé ma voix calme. Sais-tu pourquoi il était en prison, Janet? Elle a cligné des yeux, décontenancée. Personne ne connaît ces détails, et honnêtement, ils n'ont pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'il avait besoin de soutien. Il avait des amendes impayées depuis près de 2 ans, ai-je dit doucement. Des infractions qu'il a ignorées. Des avis de justice qu'il n'a jamais ouverts. Des obligations légales qu'il a fait semblant de ne pas exister, parce qu'il croyait que quelqu'un d'autre s'en occuperait. La bouche de Janet s'est crispée. Eh bien, ces choses arrivent. Elles sont arrivées parce qu'il savait que je les réparerais. Chaque fois. Janet a changé de poids. C'est ce que font les familles. On s'entraide. Je l'ai regardé dans les yeux. M'a-t-il jamais aidé? La question est restée entre nous, complètement immobile. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée, cherchant quelque chose à dire. Mais elle ne pouvait pas répondre, car elle ne savait pas. Elle ne connaissait que l'image que mes parents laissaient voir au monde, le père fort, la famille dévouée, la fille responsable qui ne faiblissait jamais. J'ai finalement rompu le silence pour elle. Tu dis que la famille, c'est la famille, mais est-ce que ça veut dire qu'une personne est responsable de toutes les autres? Janet a froncé les sourcils, comme si la question elle-même était impolie. Non, ça veut dire que tu fais ce que tu peux, parce que c'est comme ça qu'on a été élevé. J'ai hoché la tête, non pas en accord, mais en compréhension. Janet essayait de défendre un monde auquel elle croyait, pas la vérité du mien. Elle a de nouveau changé de ton.
Les gens s'inquiètent. Ils pensent qu'il doit y avoir quelque chose qui ne va pas, pour que tu partes à un tel moment. J'ai souri poliment. Rien ne va mal. Les choses sont juste enfin exactes. Janet n'a pas compris les mots, mais elle a semblé reconnaître que j'avais fermé une porte qu'elle ne pouvait pas ouvrir. Elle m'a serré doucement le bras, comme pour me bénir d'un pardon qu'elle croyait que j'avais besoin. Pense à ce que j'ai dit, ma chérie. La vie est trop courte pour qu'une famille se déchire comme ça. Après son départ, la maison a de nouveau semblé silencieuse. Mais maintenant, le silence portait les échos de la conversation, la façon dont les autres encadraient mon histoire sans rien savoir des pages à l'intérieur. L'appel suivant venait de Caroline White, une amie de la famille et une femme qui croyait être spirituellement obligée de sauver tout le monde par la culpabilité. Elle a appelé pendant que je préparais le café, et sa voix est sortie du téléphone en un doux reproche. « Sophia, je t'appelle parce que j'ai entendu pour ton père. Je veux juste dire que j'aime toute votre famille et que je prie pour vous tous, mais j'espère que tu comprends que la grâce est importante, que le pardon est important. Garder rancune n'est pas sain. » J'ai siroté mon café. Je ne garde pas rancune, Caroline. Eh bien, on dirait que tu refuses d'aider. Je refuse d'être utilisé. Caroline a soupiré, comme si j'avais manqué le sens de la vie. Tu sais, tes parents t'ont élevé. Ils t'ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Personne n'est parfait. Parfois, les enfants doivent soutenir leurs parents. T'ont-ils dit que j'étais morte pour eux il y a 3 jours? Silence, puis un souffle léger et troublé. Je suis sûr qu'ils ne le pensaient pas de cette façon. Ils l'ont dit. Ils le pensaient. Un autre silence. Le genre de silence où une personne réalise qu'elle s'est aventurée dans des eaux plus profondes que prévu. Caroline a finalement murmuré quelque chose sur le fait de prier plus fort et a mis fin à l'appel. J'ai posé le téléphone et j'ai laissé échapper une longue respiration, non pas de colère, mais d'épuisement à écouter tout le monde expliquer qui je devais être, sans jamais demander qui j'étais réellement. À la fin de la semaine, l'histoire s'était répandue dans notre famille élargie. Des cousins m'ont envoyé des textos prudents. Tante Lily a envoyé un long message sur l'amour et le devoir. Oncle Neil m'a demandé si je pouvais servir de médiateur entre lui et mon père, comme si rien n'avait changé. Pas une seule personne n'a demandé comment j'allais. Pas une. Le jugement ne venait pas de la cruauté. Il venait d'un scénario qu'ils connaissaient tous par cœur. La fille maintient la famille unie. La fille ravale la colère. La fille se sacrifie en premier. La fille maintient la paix. La fille répare tout. Ils avaient tous mémorisé le rôle que j'étais censé jouer. Mais je ne jouais plus. Le jour qui a cimenté ce changement est arrivé lorsque j'ai de nouveau croisé Janet à l'épicerie. Elle s'est approchée de moi avec détermination, son chariot cliquetant à son approche. « Ta mère a dit que tu n'étais pas passé. » Elle est très contrariée. J'ai pris une boîte de céréales de l'étagère. Je l'imagine. Janet a baissé la voix, même si personne n'était près de nous. « Sophia, les gens commencent à parler. Ils pensent que tu les as abandonnés. » Je ne les ai pas abandonnés. J'ai quitté un travail pour lequel je n'ai jamais postulé. Janet a pincé les lèvres. « Tu es dramatique. » Le suis-je? Il a dit aux gens que j'étais morte pour lui. Eh bien, ce ne sont que des mots. Les gens disent des choses sous le coup de la colère. La famille pardonne. J'ai légèrement penché la tête. Alors, si quelqu'un te disait que tu étais morte pour lui rendrais-tu visite et paierais-tu sa caution 2 jours plus tard? Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Ses yeux ont vacillé d'inconfort, non pas à mon égard, mais à la clarté soudaine qu'elle n'avait jamais envisagée. J'ai continué doucement, veux-tu savoir pourquoi les gens s'attendent à ce que les filles pardonnent tout? Parce qu'on apprend aux filles que c'est leur travail d'absorber les dégâts pour que personne d'autre n'ait à le faire. Encore une fois, elle n'avait pas de réponse. Le silence s'est prolongé si longtemps qu'elle a finalement ajusté la lanière de son sac à main et a murmuré quelque chose sur le fait de devoir préparer le dîner. Elle est partie sans terminer sa leçon. C'était le mini-changement, le changement silencieux, celui où j'ai maintenu ma limite, non pas avec colère, mais avec la vérité. L'histoire avait quitté la maison. Elle était entrée dans la communauté. Elle avait été transmise de bouche à oreille, remodelée par la nostalgie et les suppositions. Mais maintenant, quelque chose de nouveau se passait. Les gens entendaient ma version sans que je dise grand-chose, parce que je posais une question à laquelle personne n'était préparé à répondre.
Qu'ont-ils fait pour moi? Non pas par dépit, mais par honnêteté. Je suis rentré à la maison avec un étrange mélange de tristesse et de soulagement dans la poitrine. Tristesse que l'histoire que les autres racontaient sur ma famille soit un mythe. Soulagement de ne plus me sentir obligé de maintenir ce mythe. Quand je suis entré dans la maison, la lumière de fin d'après-midi remplissait le salon. Daniel travaillait dans la salle à manger, des papiers étalés sur la table. Il a levé les yeux en m'entendant entrer. Comment ça s'est passé? J'ai posé mes clés. Les gens commencent à apprendre que l'histoire de ma famille n'est pas ce qu'ils pensaient. Il a hoché la tête lentement. Et comment te sens-tu par rapport à ça? J'y ai pensé un long moment. Stable. Étonnamment stable. Il a souri juste un peu. C'est nouveau. Oui, c'était nouveau. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé un groupe d'enfants passer à vélo dans notre rue. Leur rire flottait dans l'air, insouciant, simple. Derrière eux, le ciel passait au soir. Le monde extérieur continuait de bouger, et pour la première fois, je l'ai laissé bouger sans me demander comment je pouvais le maintenir. Je savais que les choses changeraient après le tribunal, mais je ne m'attendais pas à ce que le changement soit si silencieux. Pas dramatique, pas explosif, juste un lent dénouement de tout ce qui avait maintenu ma famille unie, ou du moins de tout ce que je croyais autrefois nous avoir unis. Le premier signe est venu de Brianna. J'ai appris par un cousin qu'elle avait pris un poste de débutante dans une agence de marketing de mode en ville à temps partiel, mal payé, le genre de travail qu'elle aurait méprisé 2 ans plus tôt. Elle disait qu'elle était destinée à de plus grandes choses, qu'elle était destinée à un projecteur qu'elle n'avait pas encore trouvé. Mais les rêves de projecteur s'estompent quand les factures continuent d'arriver et que personne n'est derrière vous pour tenir l'échelle. Elle a vendu des vêtements en ligne, des sacs de créateurs, de vieilles boîtes de soins de la peau qu'elle n'avait jamais ouvertes, des chaussures qu'elle avait achetées pour la version d'elle-même qu'elle essayait de projeter. Un par un, les morceaux de la vie qu'elle s'était construite se sont effondrés, et en dessous se trouvait une jeune femme qui n'avait jamais vraiment vécu sans que quelqu'un amortisse sa chute. Je ne suis pas intervenu. Je n'ai pas offert de conseils, non pas parce que je voulais qu'elle lutte, mais parce qu'elle avait besoin de devenir quelqu'un qui pouvait se tenir sur ses propres pieds. Jusqu'à présent, elle ne l'avait jamais fait. Papa a réduit son entreprise. Les camions que je l'avais aidé à financer ont été vendus. Il a licencié 2 employés de longue date. Il a cessé de prendre de plus gros contrats. Il a d'abord blâmé le marché, puis la ville, puis les réglementations, jamais ses propres choix. Mais je savais qu'il le sentait, les bords de la vie se refermant sur lui, le forçant à une version plus petite du monde qu'il commandait autrefois comme un général. Maman a commencé à travailler de la maison, non par plaisir, mais parce qu'elle avait besoin des revenus. Elle a pris un travail administratif pour une amie qui dirigeait une entreprise d'organisation de mariage. Elle a cessé de faire les voyages du week-end dont elle se vantait autrefois. Elle a cessé de poster des photos en ligne. Elle est devenue plus silencieuse, bien que personne ne l'ait dit à voix haute. La vérité était simple. Mon absence les a forcés à faire face à la réalité. Ils ne s'effondraient pas. Ils s'adaptaient, apprenant à marcher sans que je porte le poids pour eux, même s'ils ne comprenaient pas que c'est ce que j'avais fait pendant des années. Les jours se sont écoulés ainsi, l'un après l'autre. J'ai avancé dans ma propre vie avec un étrange mélange de paix et de lourdeur. Paix, parce que je n'étais plus le tampon entre leur chaos et les conséquences. Lourdeur, parce que voir les gens qu'on a aimés trébucher n'est jamais facile, même quand on sait que c'est nécessaire. J'ai revu Brianna pour la première fois depuis des mois, alors que je prenais mon déjeuner en ville. Elle était dans la file devant moi, portant son badge de travail accroché à son pull. Ses cheveux étaient attachés, sans maquillage. Elle avait l'air fatiguée d'une manière que je reconnaissais profondément. Elle s'est légèrement tournée et m'a remarqué. Pendant un instant, tout son corps s'est raidi. J'ai attendu l'accusation, la colère, le droit habituel, mais rien de tout cela n'est venu. Ses épaules se sont un peu abaissées, et elle m'a fait un signe de tête. Salut. Salut. Elle a jeté un coup d'œil vers le début de la file, puis de nouveau vers moi. Sa voix était basse. J'ai trouvé un travail. Je sais. Elle a dégluti. Ce n'est pas génial, mais j'essaie. Je l'ai cru. C'était la première fois qu'elle disait cette phrase sans attendre d'éloges ou d'applaudissements. Avant que je puisse répondre, sa commande a été appelée, et elle s'est éloignée rapidement, presque avec gratitude. Elle est partie sans rien demander, et c'était un miracle en soi.
Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Quand l'enregistrement s'est terminé, je me suis assise sur le bord du canapé et j'ai appuyé sur lecture. C'était Brianna. Salut, c'est moi. Je n'appelle pas pour de l'argent. Je voulais juste dire. Je sais que tu ne répondras probablement pas et ce n'est pas grave. Je voulais juste te dire que j'ai trouvé un travail et que je suis une thérapie et que je suis désolé pour. Je suis vraiment désolé. Je comprends maintenant, je pense. Peut-être pas tout, mais assez. Si tu veux parler un jour, je serai là. Le message s'est terminé sans supplique, sans exigence, sans l'attente que je répare quelque chose pour elle. Elle n'avait jamais laissé un message comme ça de sa vie. Je n'ai pas pleuré, mais quelque chose en moi s'est détendu, comme un nœud qui avait été trop serré pendant trop d'années. Au fil des semaines, les changements dans ma famille sont devenus plus évidents. David a complètement cessé d'appeler, non par colère, mais par malaise. Il ne savait pas comment me parler sans assumer une autorité qu'il n'avait plus. Maman appelait parfois, non pas pour me culpabiliser ou pousser à la réconciliation, mais pour me tenir au courant de petites choses, les changements de temps, le décès du chien d'un voisin. Son ton est plus doux. Son rythme est plus lent. Pas parfait, mais humain. Pour la première fois, je les ai vus comme des personnes, au lieu de rôles que j'avais été assigné à gérer. Des personnes avec des défauts si grands qu'ils projetaient des ombres. Des personnes qui avaient construit leur vie autour de la croyance que j'absorberais toujours les conséquences de ces ombres. Des personnes qui devaient maintenant faire face à la vie sans l'échafaudage que j'étais devenu. Ils ne s'effondraient pas. Ils apprenaient à se tenir debout. Un soir, Daniel et moi étions assis sur le porche arrière, écoutant les grillons chanter dans la cour. L'air était frais, et la brise portait la faible odeur de l'herbe fraîchement coupée de la pelouse du voisin. Il a demandé doucement, « Penses-tu parfois à y retourner ?» J'ai pris une longue inspiration. Pas à l'ancienne version. Pas à la version où je répare tout. Mais je pense. Je pense que je pourrais leur parler un jour, quand je serai certaine de ne pas me perdre dans le processus. Il a hoché la tête, pensif. Il change. Oui, lentement, mais un changement reste un changement. J'ai appuyé ma tête contre le dossier de la chaise et j'ai regardé le ciel s'assombrir en une teinte de bleu plus profonde. Une partie de moi s'attendait à ce que la fermeture de la porte mette fin à l'histoire, nous scellant dans des vies séparées pour toujours. Mais la vraie vie est plus désordonnée que ça. Les gens ne disparaissent pas simplement parce qu'on s'éloigne. Ils changent, ils se noient, ils grimpent, ils apprennent à respirer différemment, et parfois, ils grandissent. J'ai vérifié mon téléphone plus tard dans la nuit et j'ai trouvé un texto de maman. Je voulais juste que tu saches que j'ai commencé un petit cours en ligne pour m'aider avec le travail d'organisation de mariage. Ce n'est rien de grand. Je pensais juste que tu aimerais l'entendre. Pas de culpabilité, pas d'insinuation, juste une information. J'ai répondu, c'est bien, maman. Elle a répondu par un simple emoji cœur, quelque chose qu'elle n'avait jamais utilisé auparavant. C'était à la fois maladroit et sincère. J'ai fixé l'écran un moment après ça, sans pleurer, sans trembler, juste en acceptant que quelque chose avait changé en elle aussi. Pas assez pour effacer le passé, mais assez pour adoucir le présent. J'ai posé le téléphone et je suis allé à la fenêtre. Dehors, la rue était calme, éclairée seulement par les lumières des porches et le passage occasionnel d'une voiture. Il y a un an, je serais resté là à me demander comment régler la crise que le lendemain apporterait. Maintenant, le calme était juste le calme. Pas un avertissement, pas une exigence, juste la vie. Et dans cette immobilité, j'ai compris quelque chose de simple et d'honnête. Ma famille ne serait jamais ce que j'avais espéré qu'elle soit. Pas la version chaleureuse que j'essayais de construire autour d'eux. Pas la version unie qu'ils essayaient de faire croire que nous étions. Cette version n'avait jamais existé. Mais la version qui se formait maintenant, celle tenue non pas par l'obligation, mais par une lente prise de conscience, pourrait un jour devenir quelque chose de plus stable. Pas proche, pas guéri, mais réel. J'ai éteint la lumière de la cuisine et je suis monté. La nuit était douce contre ma peau, comme si l'air lui-même avait décidé d'expirer. Je ne savais pas à quoi ressemblerait le prochain chapitre avec ma famille. Je savais seulement qu'il ne serait pas dicté par la peur ou le devoir. Pour la première fois de ma vie, l'histoire ne consistait pas à les rattraper. Elle consistait à apprendre qui nous devenions tous, quand personne ne portait personne d'autre.
Et cette vérité s'est installée autour de moi alors que la maison devenait silencieuse, attendant la suite. Il a appelé pour la première fois depuis des mois, un jeudi matin calme au début du printemps. Les arbres dehors étaient encore nus, et la lumière du soleil semblait fine à travers la fenêtre de la cuisine. Son numéro est apparu sur mon téléphone sans prévenir, de la même manière que les tempêtes apparaissaient dans notre maison quand j'étais enfant. Mais cette fois, il n'y a pas eu de serrement dans ma poitrine, pas de sursaut de peur, juste de l'immobilité. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Sa voix était plus basse que dans mon souvenir, rauque sur les bords, comme du gravier glissant sous une botte. Sophia, si tu as 1 minute, j'aimerais parler. Il n'y avait aucun ordre dans son ton. Aucune attente, juste une demande suspendue dans le silence entre nous. J'ai accepté de le rencontrer, lui et maman, le dimanche suivant. Pas dans la maison où j'ai grandi, pas dans un endroit lourd d'histoire. Nous avons choisi un petit parc à Ridgeview, un endroit avec des tables de pique-nique et un sentier de promenade qui faisait le tour d'un étang à canards. Neutre, public, assez ouvert pour que personne ne puisse retomber dans les vieux schémas de conversation à huis clos et de tensions chuchotées. Quand je suis arrivé, ils étaient déjà là. Maman était assise sur un banc, tenant un gobelet en papier, les 2 mains enroulées autour comme si elle avait besoin de sa chaleur pour se stabiliser. Il se tenait à proximité, les mains dans les poches, regardant l'étang. Il avait l'air plus âgé, non pas en années, mais en poids, comme quelqu'un qui avait porté sa fierté trop longtemps et l'avait finalement déposée sans savoir où la mettre. Il s'est retourné en entendant mes pas. Merci d'être venu. J'ai hoché la tête. Je ne me suis pas encore assise. J'ai attendu qu'il parle en premier. Un petit changement de pouvoir qu'aucun d'eux n'a manqué. Maman s'est éclaircie la gorge doucement. Nous voulions te parler. Pas pour demander quoi que ce soit, juste pour parler. Je me suis approché et je me suis assise à l'extrémité du banc. Le bois était frais sous mes mains. Il a pris une lente inspiration et s'est assis à l'autre bout, laissant un espace entre nous, un espace qui semblait à la fois respectueux et lourd. Pendant un long moment, personne n'a rien dit. Des oiseaux survolaient l'étang, leurs ailes effleurant l'eau en arc doux. Un enfant quelque part derrière nous a ri, tandis qu'un chien aboyait, poursuivant une balle à travers l'herbe. Finalement, il a parlé. Je pense que je te dois des excuses. Sa voix était basse, mais les mots ont atterri avec un poids attendu depuis des années. Maman a légèrement bougé, comme si elle se préparait à ce qui allait suivre. Il a continué, quand j'ai envoyé ce message, celui qui disait que tu étais morte pour nous, j'étais en colère. Tu sais comment je suis quand je me sens acculé. Je dis des choses que je ne devrais pas. Mais ce message n'était pas seulement faux. Il était cruel. Je n'ai pas essayé d'adoucir le moment. Je n'ai pas dit que ce n'était pas grave, car ce n'était pas le cas. Il a baissé les yeux sur ses mains. La vérité, c'est que je l'ai dit parce que je ne savais pas comment gérer le fait que tu aies dit non à Brianna. Je pensais que tu nous devais plus de soutien. Je pensais que c'était ta place dans la famille. Maman a grimacé à son choix de mots. Il l'a regardé, puis s'est corrigé. Je m'attendais à ce que tu joues le même rôle que toujours. Celui dans lequel je t'ai laissé tomber. La réparatrice. La responsable. Celle qui faisait tout tourner. Je n'avais pas réalisé à quel point je t'avais pris en utilisant cette excuse. J'ai regardé l'étang. La lumière du soleil dansait sur les ondulations. J'ai laissé ces mots s'installer, m'assurant qu'il avait terminé avant de parler. Je n'ai jamais quitté la famille, ai-je dit. Ma voix était calme. J'ai quitté le rôle que vous m'aviez assigné. Le rôle que chacun de vous supposait que je devais porter pour toujours. Les épaules de maman sont tombées. Je sais, a-t-elle murmuré. Je le vois maintenant. Il a hoché la tête. Tu n'aurais pas dû avoir à porter ce qu'on t'a mis sur le dos. Voilà. La première reconnaissance honnête de sa part de toute ma vie. Non pas enveloppée de fierté ou d'excuses, juste la vérité. Je me suis légèrement tourné vers eux. Je ne voulais blesser personne. Je n'essayais pas de vous punir, mais je ne pouvais plus vivre comme ça. Chaque appel que je recevais concernait une crise, une facture, une réparation, un désordre. Personne n'a jamais appelé pour me demander comment j'allais. Pas une seule fois. Maman a frotté son pouce contre le bord de son gobelet, le mouvement lent et circulaire. J'aurais dû demander, a-t-elle dit doucement. J'aurais dû te voir. Pas seulement ce que tu as fait pour nous tous.
Il a détourné le regard, la mâchoire crispée. Pas de colère, mais de regret. J'ai construit cette histoire dans ma tête, a-t-il dit. Celle où j'étais le pourvoyeur et où tu étais celle qui comblait les lacunes. Je me disais que c'était une famille qui travaillait ensemble. Je n'ai jamais pensé à quel point c'était unilatéral. Tu ne l'as pas vu parce que tu n'avais pas à le voir, ai-je dit gentiment. Je vous ai facilité la tâche. J'ai réparé les choses avant qu'elles ne deviennent des problèmes. J'ai payé les factures avant qu'elles ne deviennent des urgences. J'ai géré les papiers, les avis de justice, les problèmes de licence. J'ai empêché le sol de trembler sous vous. Et vous n'avez jamais su combien de travail il fallait pour que la vie ait l'air stable. Il a laissé échapper une longue respiration, le genre qui ne vient que lorsqu'une personne n'a plus d'excuses. Je le vois maintenant, a-t-il dit. Trop tard, peut-être, mais je le vois. Je l'ai regardé attentivement. C'était l'homme qui avait toujours rempli chaque pièce de bruit, d'ordre, d'opinion, d'attente. Mais ici, près d'un étang où des canards glissaient sur l'eau, il ressemblait à quelqu'un qui avait finalement cessé de jouer sa propre légende. Je ne vous demande pas de me choisir, ai-je dit doucement. Je n'ai jamais eu besoin de ça. Je n'ai jamais voulu être la préférée. Je voulais seulement être traité comme quelqu'un dont les limites comptaient, quelqu'un dont le temps comptait, quelqu'un qui était plus que la personne qui tenait tout ensemble. Sa gorge a bougé alors qu'il déglutissait. Je ne t'ai pas respecté comme j'aurais dû. Pas comme une fille, pas comme une adulte. Je pensais que pourvoir à tes besoins signifiait que je comprenais ce dont tu avais besoin. Ce n'était pas le cas. Pour la première fois, maman a tendu la main sur le banc et a légèrement touché la mienne. Elle n'a pas serré. Elle ne s'est pas accrochée. Elle a juste posé sa main là, chaude et incertaine. On ne peut pas défaire ce qui s'est passé, a-t-elle dit. Mais on peut essayer d'avancer différemment, si tu veux bien de nous. Pas comme avant, mais d'une manière qui ne te blesse pas. La brise s'est levée, faisant bruisser les feuilles. J'ai laissé l'air me traverser avant de répondre. Je ne sais pas encore à quoi ressemblera la reconstruction, ai-je dit honnêtement. Ce ne sera pas rapide. Ce ne sera pas simple, et je ne peux pas redevenir la personne qui réparait tout. Cette partie de ma vie est terminée. Il a hoché la tête lentement. Je ne m'attends plus à ça. Les yeux de maman se sont adoucis. On veut seulement te connaître, pas t'utiliser, pas s'appuyer sur toi, juste te connaître. Les mots étaient simples, mais ils étaient nouveaux. Assez nouveaux pour donner l'impression de marcher sur un terrain qui n'avait jamais été foulé dans ma famille auparavant. Je me suis levé lentement. Ils se sont levés aussi, incertains mais pleins d'un espoir doux. Je pense qu'on peut se reparler, ai-je dit. Pas aujourd'hui. Pas tout d'un coup, mais parfois. Maman a tendu la main comme si elle allait me serrer dans ses bras, puis s'est arrêtée, respectant l'espace entre nous. Il a gardé les mains le long du corps, attendant un signe que je n'ai pas donné. Nous avons marché ensemble vers le parking. 3 personnes qui n'étaient plus empêtrées dans les mêmes vieilles attentes. Au bord du chemin, j'ai fait une pause. Ils se sont arrêtés aussi. Je me suis tourné vers lui. Il y a encore une chose, quelque chose que je dois dire pour moi, pas pour quelqu'un d'autre. Il a hoché la tête lentement. Vas-y, j'ai rencontré ses yeux. Je n'ai jamais demandé à être choisi. J'avais juste besoin d'être respecté. Le vent a soufflé dans les arbres alors que les mots l'atteignaient. Il a brièvement fermé les yeux, un geste qui semblait à la fois de la douleur et de la libération. Quand il les a rouverts, il avait l'air plus petit, mais plus humain. Je comprends, a-t-il dit doucement. Et tu le mérites. J'ai laissé le moment s'installer avant de reculer. Ils n'ont pas suivi. Ils ont compris la limite. Je me suis dirigé vers ma voiture, le gravier crissant sous mes chaussures. L'air sentait le début du printemps, humide et nouveau. Quand j'ai atteint la portière, j'ai regardé en arrière une fois. Ils étaient toujours debout ensemble, me regardant partir. Pas perdus, pas en colère, juste commençant à comprendre la forme d'un avenir qu'aucun de nous n'avait jamais imaginé. Je me suis glissé sur le siège du conducteur, j'ai fermé la portière doucement, et j'ai expiré. Le moteur a ronronné doucement sous moi alors que je m'éloignais, laissant derrière moi une conversation qui avait mis des années à arriver, et qui était enfin, tranquillement, arrivée à la vérité. Quoi qu'il arrive ensuite, cela se passerait sur un terrain plus stable. Pour la première fois, j'y croyais. Quelques mois ont passé.
Silencieux d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Non pas le silence tendu de l'attente de la prochaine crise. Non pas le silence privé de sommeil d'être la seule adulte responsable dans une maison en feu, mais un silence constant qui me permettait d'entendre à nouveau mes propres pensées. L'air de Ridgeview semblait plus léger alors que le printemps se transformait en début d'été. Les trottoirs se sont réchauffés, les arbres se sont remplis, et les gens faisaient des promenades du soir avec des tasses de thé glacé à la main. La vie ne s'est pas transformée du jour au lendemain, mais elle s'est adoucie sur les bords. Ma famille est restée plus petite, non pas par la distance, mais par la clarté. Maman appelait parfois, de courts messages, pas des demandes. Il a envoyé une carte d'anniversaire 2 mois plus tard avec une simple ligne manuscrite, « J'espère que tu vas bien ». Pas d'attente, pas de commentaires, juste un homme essayant de comprendre comment parler à une fille qu'il avait à peine connue. Et Brianna envoyait maintenant des photos de son bureau parfois. Rien de dramatique, juste une tasse avec des stylos, une plante qu'elle a nommée Hazel, un post-it avec une citation que sa thérapeute lui avait donnée. Ces messages étaient courts et honnêtes, « J'essaie. J'espère que tu vas bien ». Et pour une fois, elle pensait chaque mot. Il y avait encore des fossés entre nous. L'histoire ne guérit pas parce que les gens s'excusent une fois. Mais l'espace n'était plus déchiqueté. Nous étions une famille réorganisée, pas effacée. Ma vie quotidienne avec Daniel est devenue plus stable aussi. Pas parfaite, pas cinématographique, mais douce. Nous préparions le dîner ensemble plus souvent. Je me promenais au marché des agriculteurs de Ridgeview le samedi. Nous parlions de rénover la chambre d'amis ou de planter des herbes sur le porche arrière. Des choses ordinaires, le genre de choses que je n'avais jamais eu la place d'apprécier pendant que je soutenais le monde pour tout le monde. Un soir de fin juin, le ciel s'est assombri en ce bleu doux qui donne à tout un air lavé et calme. Daniel et moi étions assis sur le porche arrière avec des verres de limonade froide. Les cigales chantaient au loin, régulières comme un battement de cœur. Il s'est adossé à sa chaise et a étiré ses jambes, regardant les lucioles s'éveiller dans la cour. « Tu sembles différente », a-t-il dit doucement. Pas plus légère, plus ancrée. J'ai pris une lente inspiration, laissant l'air chaud remplir et s'installer en moi. Je suppose que j'ai l'impression que le sol sous mes pieds a enfin cessé de bouger. Nous sommes restés en silence un moment, regardant le jour se fondre dans la nuit. L'horizon brillait faiblement, s'estompant en des teintes plus profondes. C'était le genre de soirée qui vous faisait réfléchir sans essayer, qui portait la vérité comme une brise. Il n'a jamais été le père que je voulais, ai-je dit doucement. Et maman était toujours à moitié présente, à moitié en train de faire face. Brianna vivait plus dans son reflet que dans sa réalité. J'ai passé la plupart de ma vie à essayer d'empêcher tout le monde de s'effondrer. Daniel m'a regardé avec une expression douce. Et qui t'a empêché de t'effondrer? J'ai laissé la question en suspens. Je ne me l'étais jamais posée. Peut-être parce que je connaissais déjà la réponse. Personne. Non pas parce qu'ils me détestaient, mais parce qu'ils n'ont jamais réalisé que je pouvais aussi me briser. J'ai appuyé ma tête contre le dossier de la chaise. Je pense que la partie la plus difficile n'a pas été de partir. C'était de réaliser que je n'étais jamais le centre de leur amour. J'étais juste le centre de leurs besoins. Il a hoché la tête lentement. Et maintenant? Maintenant, ai-je dit, je ne veux être le centre de rien, sauf de ma propre vie. Les mots semblaient simples, presque banals, mais ils contenaient une vérité que j'avais méritée avec des années d'épuisement et de silence. Daniel a tendu la main et a touché la mienne, non pas pour me réclamer, mais pour s'asseoir à mes côtés dans cette vérité. À l'intérieur de la maison, les lumières brillaient doucement de la cuisine. L'odeur des barres de citron qu'il avait préparées plus tôt flottait dans l'air. Rien de dramatique, rien de lourd, juste une maison qui semblait enfin la mienne. J'ai pensé à ma famille, non pas avec colère, non pas avec nostalgie, mais avec une douceur compliquée. Ils apprenaient, chacun à son rythme, à marcher sans s'appuyer sur moi comme leur béquille. Il a reconstruit son entreprise à plus petite échelle. Maman, prenant plus de travail et posant moins de questions qu'elle n'avait pas le droit de poser. Brianna, se frayant un chemin par elle-même, comme elle ne l'avait jamais fait. Nous pratiquions tous l'âge adulte, chacun dans notre propre chapitre de la vie. Certains ont commencé tard, certains ont résisté, certains ont trébuché, mais nous n'étions plus empêtrés dans le même nœud serré d'attente et de ressentiment. Les rôles s'étaient assouplis. Les limites s'étaient installées. Et le plus étrange, c'est que lâcher prise n'a pas brisé la famille. Ça l'a clarifié.
J'ai regardé les lucioles danser, de minuscules éclairs contre l'obscurité croissante. Le vent a bruissé dans les feuilles en un faible murmure. Daniel a serré ma main une fois, puis l'a laissé reposer entre nous. Perdre la version de ma famille que j'espérais autrefois a été douloureux. Il y a eu des nuits dans le passé où j'aurais tout donné pour un début différent. Une enfance plus douce. Une fondation plus stable. Un père qui me voyait. Une mère qui me protégeait. Une sœur qui me comprenait. Mais la liberté a aussi sa propre vérité. Une vérité qui grandit lentement, comme quelque chose qui est enfin autorisé à respirer. Je n'étais plus seul. Je ne portais personne, et personne ne me portait. Je me tenais sur le sol que j'avais choisi. Cette prise de conscience s'est installée dans ma poitrine avec une chaleur que je n'avais jamais ressentie auparavant. Après un long moment de silence, Daniel s'est levé et est entré pour prendre des couvertures. Je suis resté sur le porche, laissant la soirée m'envelopper. Quelque part au loin, j'ai entendu un sifflet de train flotter à travers la vallée, bas et persistant. La famille qui restait était plus petite, non pas par l'absence, mais par l'intention. Les gens qui étaient encore dans ma vie étaient là parce que c'était sain pour nous tous, non pas parce que quelqu'un l'exigeait. C'était une sorte d'amour que je n'avais jamais connu en grandissant. Un amour mesuré en espace, pas en obligation. J'ai levé les yeux vers le ciel, maintenant sombre et vaste, et je me suis laissé ressentir chaque partie du voyage qui m'avait amené à ce moment. Le chagrin, la colère, le dénouement, la reconstruction silencieuse. Tout cela avait façonné quelque chose en moi que personne ne pouvait effacer. Les perdre m'a permis de me retrouver. J'ai fermé les yeux un instant, laissant la vérité s'installer dans mes os. La maturité n'est pas de choisir à côté de qui on se tient. C'est de choisir qui on est. Et ce soir, j'étais moi-même. Si on vous a déjà dit que vous étiez trop, ou pas assez, pour votre propre famille, rappelez-vous ceci, le silence peut être un pouvoir, et la vérité peut être la plus forte des vengeances. Dites-moi dans les commentaires ce que l'intégrité signifie pour vous, et d'où vous écoutez.